Salut, c'est Alain. Je sais bien que je suis censé traiter ici du Moyen-Âge. Mais si je vous parle quand même des Romains, vous imaginez sans doute de belles cités toutes de pierre et de monuments magnifiques. Vous voyez des personnes raffinées ayant inventé le chauffage central et le tout à l'égout. Bref, chez les Romains, comme dit le poète, tout n'est qu'ordre et beauté, luxe, calme et volupté. En revanche, la notion de barbare évoque des huttes en bois, des peuples à demi sauvages, rustres et brutaux même. Et pourtant, ce sont ces mêmes barbares qui ont remplacé chez nous la belle organisation romaine des premiers siècles de notre ère, à l'occasion des fameuses invasions, qui donnent naissance au Moyen-Âge. Invasion barbare, royaume barbare en Occident, on parle de quoi là exactement ? Bon, alors déjà, un barbare, c'est quoi? La notion est née chez les Grecs, qui n'avaient pas beaucoup de considération pour les non-grecs. Je veux dire qu'un barbare, c'est celui qui ne sait pas parler un langage civilisé, le grec donc, et qui annonce comme un bébé barbare. Ouais, voilà, c'est à peu près ça, quoi. Et pour ce qui est de nos peuples germaniques, Hippocrate explique déjà de manière très scientifique, dans sa théorie des climats, que plus on va vers le nord, plus le sang se concentre dans les veines et le corps. Et donc, plus les gens sont forts, courageux, mais aussi féconds. Et bien sûr, plus on va vers le sud, plus ils sont lâches et peu nombreux. Mais bien sûr, quand le sang se concentre dans les muscles, moins il y en a dans la tête. Et donc, plus on a affaire à des crétins. Eh ben quoi? Oui. Les Grecs, bien entendu, sont au centre de ce monde et cumulent toutes les qualités. Ça fait sourire aujourd'hui, mais il ne faut pas oublier que cette théorie a été prise au sérieux jusqu'au début du XXe siècle et a notamment servi à justifier le colonialisme. Bon bref, tout ceci pour expliquer le mépris que vont avoir les Romains, après les Grecs, pour les peuples germaniques. Et pourquoi les rares écrits, tous issus du monde considéré comme civilisé, va les décrire comme de quasi-bêtes sauvages. Et pourtant, ces sauvages, même pas civilisés, ne sont pas si mal intégrés dans l'Empire. Dans ma dernière vidéo sur la chute de l'Empire romain, nous avons vu que les 3e, 4e et 5e siècles sont une période de crise grave, militaire autant qu'économique chez les Romains. C'est l'occasion d'une multiplication progressive des incursions germaniques en Gaule du Nord, et les Francs et les Alamans en particulier profitent de toutes les occasions pour franchir la frontière et mener des raids de pillage sur les villages et propriétés gallo-romaines. C'est une période d'instabilité, de pillage systématiquement suivi de représailles, et la menace franque, barbare donc, pèse lourdement sur la région. On peut d'ailleurs voir là l'une des raisons de la relative richesse du sud de notre territoire pendant la première moitié du Moyen-Âge, par rapport au nord, beaucoup plus en retard économiquement. 3 siècles de pillage, juste avant le début du Moyen-Âge, lui ont donné un certain retard. Mais bon, c'est une autre histoire. Toujours est-il que pendant ce temps-là, les Francs font partie du paysage et qu'il faut compter avec eux. N'oublions pas qu'on ne parle pas de Rome, mais de la Gaule romaine. On fait un peu vite la confusion entre Romains et Gallo-Romains. Je veux dire qu'il n'y a pas si longtemps, ces mêmes Romains étaient en guerre avec les peuples de la Gaule, qu'on considère maintenant comme partie de l'Empire, et qui s'y sont finalement pas si mal intégrés. Pour les Francs, c'est un peu la même chose. Et malgré les pillages, il y a de très clairs échanges entre les peuples et une intégration progressive.
à tel point qu'on va jusqu'à trouver des francs dans les rangs même de l'armée romaine. Comprenez que la crise militaire que connaît l'Empire a en effet pas mal clairsemé les rangs des légions, et il devient de plus en plus difficile de recruter des soldats parmi les citoyens des villes et les colons des campagnes. Alors, on accepte des non-citoyens romains, d'abord mercenaires, trop contents de se battre contre les ennemis traditionnels, comme les Francs contre les Alamans ou les Saxons par exemple. Ils finissent par faire carrière, et il y a désormais en Gaule des généraux francs dans l'armée romaine. Parfaitement fidèles à l'empereur, certains deviennent même consuls. Ceci dit, on note que tout intégrés qu'ils soient, ils ne sont pas forcément très romanisés, et des fouilles archéologiques montrent qu'ils ont souvent gardé leur armement habituel. Mais ils se forment incontestablement aux techniques de la guerre romaine, et ça sera important par la suite. Mais je vous avais dit dans mon autre vidéo que la crise militaire s'accompagnait d'une crise démographique. Celle-ci sera alors en partie combattue en installant des colons sur les terres dépeuplées. Ce sont des paysans issus des peuples barbares amis de Rome, des vétérans barbares des armées romaines qui prennent leur retraite et qui ont droit à un lopin de terre, voire même parfois des Germains vaincus et déportés en quelque sorte, pour repeupler des terres dévastées par la guerre. Comme dit le biographe de l'empereur Probus, « Maintenant, tous les barbares labourent pour vous et servent pour vous contre les peuples les plus éloignés. » On voit donc bien que progressivement apparaissent des îlots de peuplement germains à l'intérieur même de la Gaule, qui se renforcent à la fin du IVe siècle, quand on donne à de nouveaux barbares le statut de fédérés, en échange d'un service militaire. Là encore, s'ils sont soumis à Rome, ils s'installent avec leurs familles et leurs chefs, et conservent leur liberté. On a donc finalement trois types de barbares. Ceux de l'extérieur, plus ou moins ennemis de l'Empire, les barbares romanisés des frontières et payés pour coloniser un territoire dévasté par la guerre, et pour repousser d'éventuelles attaques des premiers, et les barbares de l'intérieur, pourrait-on dire, très intégrés et accédant à des postes d'autant plus élevés qu'ils ne sont pas vraiment des ennemis pour l'empereur, ne pouvant pas prétendre à son trône. Je rappelle qu'on est en pleine guerre civile. Et puis, il y a le problème 1. Vous savez, Attila, tout ça. Je vais tout casser ici! En fait, à partir de la fin du IVe siècle, une grande confédération de peuples, dirigée par les Huns, progresse lentement depuis l'Asie centrale vers l'Europe occidentale. C'est-à-dire qu'ils refoulent devant eux les peuples de l'Est, que les Romains appellent les Scythes, qui repoussent eux-mêmes les Germains, qui viennent donc s'entasser à la frontière de l'Empire romain en cherchant en quelque sorte l'asile politique. Ils sont ainsi des milliers à entrer sur le territoire gallo-romain. J'ai bien dit des milliers, pas des millions. Et les Romains auraient été certainement capables de les écraser. Mais dans la situation de crise qu'ils connaissent, ils considèrent que c'est finalement plus rentable de les accueillir que de les repousser. Mais ce sont des tribus entières qu'on fait entrer ainsi. Pas quelques familles éparses ou des vaincus isolés qu'on affecte à tel ou tel lopin de terre et à qui on demande d'effectuer quelques basses besognes. C'est pour ça qu'on crée ce statut de fédéré, pour des peuples entiers, avec leur roi et tout, qui signent en quelque sorte un traité par lequel ils s'engagent à servir Rome en échange d'une terre. Et quand on parle de peuples entiers, ce n'est pas seulement sur quelques kilomètres de frontières, entre la mer du Nord et la Suisse, mais jusqu'en Grèce et en Turquie. Les peuples germains, c'est toute l'Europe de l'Est actuelle. Et ils vont autant vers l'ouest que vers le sud méditerranéen, sous la pression des cavaliers huns. Et du coup, évidemment, ça ne se passe pas toujours très bien. Et il arrive que des Romains abusent clairement de la situation. Ce sont des esclavagistes, on l'a dit.
Et quoi de plus facile que d'exploiter des migrants, comme on dirait aujourd'hui, des gens qui ont tout perdu. Et certains marchands trouvent très malin d'acheter des enfants aux familles démunies pour les revendre comme esclaves à Rome. C'est ce qui se passe avec les Wisigoths, qui s'étaient installés au nord de la Grèce. Bien sûr, ça ne peut pas durer longtemps, et les Wisigoths, fous de rage, se révoltent. L'empereur Valens, celui-là même qui leur avait donné des terres pour s'installer, tente de les écraser. Mais c'est lui qui se prend une raclée, à Andrinople en 378. Cette bataille est importante, car elle est très symbolique. Pour une fois, l'invincible armée romaine a perdu. Pour une fois, Rome a dû faire marche arrière. Et ça a été un peu le début de la fin. Et de traiter en pillage, Alaric Ier, roi des Wisigoths, finira par s'emparer de Rome en 410. Mais vous comprenez bien que là encore, il faut relativiser. Ce ne sont pas des barbares hurlants qui déferlent sur l'Empire tout d'un coup, parce qu'ils ont détecté une bonne proie bien grasse. Les barbares ne cherchent pas à anéantir l'Empire, juste à être traités équitablement et à obtenir les vivres que les Romains avaient promis. Alaric Ier n'est d'ailleurs officiellement pas un simple barbare. Il est officiellement un général de l'armée romaine, c'est-à-dire beaucoup plus qu'un pauvre roi étranger fédéré plus ou moins lointain. Bon alors finalement, il y a eu invasion ou pas? Parce que vu comme ça, on a l'impression que s'il y a bien eu quelques pillages, quelques migrants et familles déportées, on ne peut pas vraiment parler d'invasion et de remplacement brutal d'une autorité par une autre. Eh bien, figurez-vous que les historiens ne sont toujours pas vraiment d'accord entre eux à ce propos. Il faut dire que depuis des siècles, le sujet a été abondamment récupéré à des fins politiques, pour expliquer ou justifier, en vrac, la pureté des Germains versus la corruption des Latins, la barbarie ou le bien fondé, selon votre camp, des protestants allemands contre l'Église catholique romaine, l'héritage incontestable des peuples germaniques sur toute l'Europe, ou au contraire, l'agressivité et la violence intrinsèque des peuples germains, mais aussi que l'aristocratie étant issue des envahisseurs du 5e siècle, finalement, les rois et seigneurs ne sont que des usurpateurs barbares dont il faut se débarrasser, ou au contraire, que la maison royale de France est issue des héros grecs de l'Antiquité et que le fait qu'ils sont arrivés là en passant par la Scandinavie n'est qu'un épiphénomène. Enfin, vous voyez le tableau. Au fil du temps, on a sans cesse minimisé ou au contraire maximisé l'importance et l'impact de ces invasions. Et on a encore des adeptes du germanisme, tendance selon laquelle les invasions ont apporté du sang neuf et ont régénéré l'Europe, du romanisme, pour ceux qui considèrent que Clovis était vraiment un allié de l'Empire romain et que donc il n'y a pas eu d'invasion, puisque quand il prend le pouvoir, il est le représentant légal de l'empereur. Ou encore ceux qui disent que oui, les invasions ont bien eu lieu, mais ce n'était finalement que de sombres crétins qui n'ont fait que tout casser et qui n'ont pas vraiment laissé de traces. Honneur César! Si, je vous assure, c'est vraiment une thèse, portée au début par Montesquieu. Il y a encore les décadentistes, qui disent que les invasions ne sont pas vraiment importantes, que tout ça n'est finalement dû qu'à la décadence de l'Empire romain, à cause, je vous le donne en mille, du christianisme. Enfin bref, invasion ou migration, comme toujours le sujet n'est pas simple ni binaire. Le problème, c'est que les sources écrites sont rarissimes et que l'archéologie ne livre que très lentement ses secrets. Il faudra sans doute encore très longtemps pour voir apparaître une vérité acceptable et factuelle, non teintée d'idéologie. Mais sommes-nous issus des barbares germaniques ou des sauvages gaulois? Finalement, est-ce que ça compte vraiment ?